Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour un oldies de 1983, Un fauteuil pour deux ou Trading Places, réalisé par John Landis, un réal qui est surtout connu pour les Blues Brothers, Le Loup-garou de Londres ou le clip Thriller et Black or White de Michael Jackson. Il ne signe pratiquement que des comédies, même quand il touche à l'horrifique. Et il est également connu pour ses nombreux caméos, autant lui-même que d'autres réals, comme par exemple ici avec Frank Oz, Giancarlo Esposito et Jim Belushi. On retrouve au casting ces deux fétiches, Dan Aykroyd et Eddie Murphy. L'un connu bien sûr pour les SOS Fantômes et les Blue Brothers, également de Landis, qu'il retrouvera pour d'autres films. L'autre surtout pour les flics de Beverly Hills ou ses doublages de l'âne dans Shrek. Ce n'est que le deuxième film d'Eddie Murphy après 48 heures, et il retrouvera de nouveau Landis dans Un prince à New York ou le flic de Beverly Hills 3. Nous avons également une femme que j'adore, Jamie Lee Curtis, connue pour ses débuts avec John Carpenter, et qui jouera de nouveau avec Dan Aykroyd 20 ans plus tard dans Un Noël de folie. On retrouve également Denholm Elliott, notamment vu pour son rôle de Marcus dans la saga Indiana Jones, puis les deux frères Duke, Ralph Bellamy et Don Ameche, qui ont tous deux déjà une très longue carrière d'acteurs et qui joueront de nouveau ensemble dans Le Prince de New York et d'autres films de Landis. C'est un film que j'ai découvert au vidéoclub dans les années 90 et que j'ai pu regarder des dizaines de fois par la suite en VHS. C'est pour ainsi dire comme ça que j'ai découvert Dan Aykroyd, bien avant les SOS Fantômes ou les Blue Brothers, et qui ici a toujours fait pour moi un excellent duo avec Eddie Murphy, un acteur que j'adorais et dont j'ai vu tous ses films à maintes reprises. Il y a d'ailleurs quelques anecdotes intéressantes sur lui. Par exemple qu'à la base, c'est lui qui devait jouer le rôle de Winston Zedmore dans SOS Fantôme, un rôle qui aurait été écrit pour lui. Et il a également joué dans le clip de Remember the Time de Michael Jackson. Et la belle Jamie Lee Curtis, que je connaissais d'un poisson nommé Wanda, et bien sûr pour son rôle dans True Lies avec Schwarzy, bien avant tous les films d'horreur qu'on n'avait pas le droit de regarder étant petit. John Landis a d'ailleurs eu du mal à l'engager car le studio ne voyait en elle qu'une actrice de films d'horreur. C'est aussi le seul film dans lequel elle aura la chance de tourner avec sa petite sœur, Kelly Curtis. L'histoire est donc celle de Louis Winthorpe, troisième du nom, qui travaille dans une société de courtage pour deux gros bonnets Duke and Duke, mais qui va faire à son insu l'objet d'un pari totalement dingue qui va ruiner sa vie et se la faire voler par un sans-abri Billy Ray Valentine. Le film traite du sujet de la lutte des classes de manière brillante. Souvent, nous voyons des critiques sur les pauvres, les riches, comment certains en profitent, d'autres en déclinent. Et il y a toujours ce goût du déjà-vu, de la facilité, d'être un peu lourd parfois. D'autant que l'on veut constamment nous faire croire que les mœurs changent. Mais ce n'est pas le cas. Constat est en voyant des films de différentes générations, sans parler de la littérature bien avant. Ici, dans ce film, non seulement c'est drôle, dépassant la dramaturgie, mais aussi très instructif. C'est avant tout une étude sociale expérimentale entre deux individus issus de deux milieux totalement différents, même que tout oppose, et qui vont être amenés à intervertir leur rôle. Au début, on est un peu dans cette belle Amérique où tout va bien dans le meilleur des mondes, avec de la musique presque royale. Avant que l'on découvre l'envers du décor avec ce personnage venu des bas-fonds de la ville, Valentine. Pour les frères Duke, c'est avant tout un jeu grandeur nature sur l'acquis et l'inné, qui reste un débat très intéressant en soi. Est-ce que certaines personnes sont capables de réussir dans toutes les situations qui s'offrent à elles, là où d'autres échoueront forcément? Ou au contraire, un gagnant ou un perdant ne serait que le fruit d'un environnement favorable ou défavorable, l'origine ou la personnalité. Les deux frères sont vraiment comme des divinités qui observent d'en haut les petits gens, se croyant intouchables, hors d'atteinte par le commun des mortels. Ce pari ressemble beaucoup à l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. C'est comme un combat universel entre le haut et le bas, entre ce qui s'élève et ce qui bascule. Un jeu du destin et de la malice, créant une injustice tout autant qu'une justice.
Il y a une forme de cohérence, d'évidence dans ce jeu d'équilibre que j'ai toujours adoré. Les deux idées coexistent en même temps et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Ça reste de la comédie, mais la manière dont Louis tombe au début peut vraiment faire penser à des thrillers beaucoup plus sombres, où les gens ne nous reconnaissent pas, notre maison n'est plus la nôtre, etc. Cette usurpation d'identité donne un peu l'impression que l'on est tous des pions sur un échiquier, quel que soit notre rang, tour, cavalier, fou ou même un roi. Pour les deux frères, ce serait un peu l'arroseur arrosé, puisqu'ils seront eux-mêmes les victimes de leur expérience, ou plutôt de leur arrogance, qui va se retourner contre eux et inverser de nouveau les rôles en les dilapidant de leur fortune. On ne peut s'empêcher d'être content de ce retournement de situation, mais en même temps, par cette loi de l'équilibre, on ne peut que se dire que cet immense gâteau pourrait en réalité faire le bonheur de tous, plutôt que d'être dans le tout ou rien, sans partage. D'ailleurs, à la base, le script se nommait Black and White, qui offrait à la fois l'idée du tout ou rien, sans demi-mesure, la lutte des classes, qui s'étendent de plus en plus vers les extrêmes, et pour cette idée du bien et du mal, la lumière et les ténèbres. Pour la petite anecdote, on retrouvera les deux frères Duke dans le film Un prince à New York, où cette fois-ci ce seront eux les sans-abri qui vont bénéficier de la générosité du prince incarné par Eddie Murphy. L'histoire ici se déroule à Philadelphie et au tout début du film on peut voir la célèbre statue de Rocky Balboa, qui est aussi un film sur l'échec et la réussite. En poursuivant les anecdotes, il se trouve que c'est Stallone à la base qui devait incarner le rôle titre dans le flic de Beverly Hills, tout comme pour l'enfant sacré du Tibet, où c'est Mel Gibson qui devait le jouer avant d'être transformé par l'influence d'Eddie Murphy, un peu comme Jim Carrey sur le film The Mask. Il y a donc une critique sociale, mais aussi culturelle, où les apparences sont trompeuses, que ce soit pour Louis, totalement perdu sans ses artifices financiers, qui va se découvrir lui-même et se transformer de l'intérieur, pour véritablement profiter de sa vie, n'étant jusqu'alors qu'une ombre d'un système qui le dépasse. Billy Ray Valentine, qui va se révéler assez sage et mature, prenant très vite les rênes de la bourse. Et Jamie Lee Curtis, Ophélie, une prostituée au grand cœur, intelligente et réaliste, avec de la suite dans les idées pour son avenir. On peut aussi penser à Coleman, le majordome au service des Dukes, qui au départ prend le tout comme un jeu, une blague, mais en voyant les conséquences, va prendre parti pour et avec eux, en formant tous ensemble une petite famille assez improbable. C'est un peu la victoire de l'amitié et de la solidarité, de la richesse intérieure, qui ont l'expérience de la fortune et de l'infortune. Ils se trouvent en eux-mêmes complétés, équilibrés, ce qui leur permet de l'emporter. Face aux dirigeants sans scrupules et avec peu d'empathie, qui vont être ramenés à leur véritable place, pauvres de tout. Ce qui leur permettra au final de répondre eux-mêmes à leurs questions sur l'acquis et l'inné. Alors ce n'est pas un grand film. Certains diront qu'il a mal vieilli, qu'il y a des situations grotesques, ou qu'il ne va pas assez fouiller dans son propos, mais il est plutôt bien fait, avec pas mal de répliques cultes, remplies de gaieté, de générosité, et avec cette ambiance de Noël et du Nouvel An. Il y a ce contraste qui mélange habilement la comédie pure au sarcasme du rêve américain et de ses valeurs. J'aime beaucoup par exemple son introduction, autant pour la musique de Mozart, Les Noces de Figaro, que pour le montage en simultané du quotidien des pauvres et des riches. Alors on sent que c'est un film de son époque, on y retrouve des tournures de langage qui ne passeraient absolument pas de nos jours, avec le politiquement correct à outrance. Pourtant, le film lutte totalement contre les préjugés. L'homme de couleur, le pauvre, la femme débrouillarde qui n'attend personne pour être sauvée, et tout ceci sans faire l'apologie d'aucun mouvement. Les acteurs semblent vraiment s'amuser et il faut dire qu'Eddie Murphy est remarquable. À l'époque, il me faisait penser à Jackie Chan, c'est-à-dire qu'il avait le même débordement d'énergie avec des mimiques et grimaces de comédiens, mais on sentait qu'ils étaient tous deux plutôt sérieux en réalité.
Le film offre aussi quelques séquences mémorables, comme celle où Winthorpe est en Père Noël dépravé avec son morceau de saumon, ou celle du train complètement loufoque avec le singe, et qui rappelle le tout premier film de Landis, Schlock, qui était une sorte de pastiche de King Kong. On a aussi cette folie de l'univers de la finance, toutes ces séquences avec les investisseurs, où ils vendent et achètent. Je vous avoue qu'étant petit, je n'y comprenais absolument rien. Mais ça paraissait vraiment fascinant. Tous ces mécanismes sur l'imprévisibilité, les prévisions et spéculations, ou de simples informations deviennent maîtres des hommes. Ces deux acteurs qui incarnent les Dukes sont vraiment bons. Ils n'ont vraiment rien à envier à leurs confrères plus jeunes. Il y a un petit côté Dupont et Dupont, comme s'ils étaient deux identités ou les deux faces d'une seule et même personne. Quand on pense à tout ce casting, on peut voir dans Dan Aykroyd et Eddie Murphy à ce moment-là deux espoirs du cinéma qui se confrontent à deux légendes que sont Ralph Bellamy et Don Ameche, qui eux-mêmes étaient jeunes en leur temps. C'est comme la roue générationnelle qui tourne, où la fortune du talent, de la gloire, ou même des nouvelles richesses sont remis entre les mains de la jeunesse, qui vont à leur tour pouvoir en jouer et en profiter jusqu'à la prochaine génération. Je finirai sur la musique du très grand Elmer Bernstein, qui n'a pas arrêté de composer depuis les années 50 et qui continuera pratiquement jusqu'à son décès. C'est un monument pas forcément très connu, outre que pour SOS Fantôme et ses nombreuses collaborations avec John Landis, mais il a aussi composé avec Anthony Mann, John Sturges, Sidney Pollack, Coppola, Scorsese, Don Siegel ou encore John Ford. C'est Landis qui racontait qu'il avait d'abord rencontré ce compositeur comme le père d'un de ses amis d'école. Et c'est en compagnie de son fils, Peter Bernstein, devenu lui-même compositeur et dirigeant de l'orchestre, qui en 2017 lui auront rendu un hommage dans un concert royal et inoubliable. Voilà pour cette comédie d'une autre époque, cynique et sociologique, qui restera probablement toujours un sujet d'actualité et d'universalité. Réaliste et optimiste, c'est un bon petit film idéal pour les fêtes de fin d'année, où il fait bon de se poser, seul ou accompagné, dans son fauteuil. Je vous souhaite un joyeux réveillon, profitez de vos amis, de vos proches. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine et que la magie soit avec vous.